Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du débrief. Les chiffres de 2024 sont donc tombés, ils sont bons, ils sont encourageants. Il s'agit, vous l'avez compris, du tourisme et ce sont 17,4 millions de touristes qui sont venus dans le royaume l'année dernière, en 2024. La ministre Fatem Zahra Amour l'a dit, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch l'a redit. Il est vrai qu'il s'agit d'un record en la matière. Mieux encore, le secteur du tourisme a contribué à la création de 25 000 nouveaux emplois en 2023, soit une hausse de 25% par rapport à l'objectif fixé dans la feuille de route. Le secteur va donc bien et se porte mieux que jamais. Et au Parlement, le chef du gouvernement a déroulé la stratégie suivie par le Maroc avec ses différentes initiatives et mesures, comme la diversification de l'offre, le renforcement de la connectivité maritime et aérienne, l'amélioration de la qualité de service ou encore l'encouragement des investissements à la promotion à l'international. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que ce secteur va réellement bien ? Faut-il affiner les chiffres et statistiques fournis par les autorités publiques pour en mesurer le gain réel ? Qu'en est-il de la gouvernance du secteur ? Où en est arrivée la territorialisation de la politique du tourisme ? Pourquoi les pays voisins en Europe font-ils de bien meilleures performances que nous ? Que faire pour développer encore plus le tourisme intérieur ? Qu'en est-il de la diversification des pays d'émission de nos touristes ? Si le secteur du tourisme semble bien se porter, nul doute qu'il ira encore mieux en débattant et discutant de ces inévitables difficultés et possibles travers. Et c'est exactement ce que nous allons faire avec nos invités. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Atman Cherif Alami, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes connu dans le secteur, vous êtes aussi président du CRT de Casa Stade. C'est quoi CRT ? C'est le Conseil régional du tourisme. Conseil régional du tourisme. Et vous êtes aussi un gros opérateur touristique. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est Atman Ben Ghazala. Bonsoir aussi à vous et merci aussi à vous d'être avec nous. Vous êtes vice-président du CRT de Rabat Saleh Qnitra et de la Confédération nationale du tourisme. Donc nous sommes avec deux professionnels, grands professionnels du secteur du tourisme et nous allons commencer à décortiquer en fait tout ce qui se dit actuellement sur le tourisme. Alors on communique beaucoup aujourd'hui autour du chiffre de 17,5 millions de touristes, arrivées touristiques au Maroc en 2024. C'est un record et ça augure de beaucoup de bonnes choses pour la suite des événements. Mais combien il y a de binationaux dans ce chiffre ? Combien de nuitées ? Quel gain réel en tire le Maroc ? Peut-être qu'il faudrait affiner ce chiffre de 17,4 millions, peut-être passer aussi du quantitatif au qualitatif. Allez, l'avantage de droit d'aînesse, je commence par vous, Atman Cherif Alami. Oh, la jeunesse aurait pu répondre aussi. La jeunesse aussi, effectivement. La nouvelle génération, allons-nous dire, parce que cette industrie du tourisme l'expérience et l'ambition, voilà. Allez, on y va. L'expérience du tourisme aujourd'hui, alhamdoulilah, elle a plus que 60 ans. Et donc, les scores dont vous avez annoncé, c'est réellement une fierté pour l'ensemble des acteurs et des professionnels du tourisme. À la sortie, faudrait-il le rappeler encore une fois, des 2 années et demie ou 3 années post-Covid 2019. Les chiffres sont excellents. Elles répondent, ces chiffres, aux statistiques définies par les Nations Unies Tourisme. Chaque non-résident, quelle que soit sa nationalité, qui vient au Maroc et qui passe une nuit est considéré comme un touriste. Donc nous sommes très fiers de recevoir des touristes, dirions-nous, étrangers, et les touristes de la diaspora marocaine de par le monde. On peut aussi se féliciter de voir ces touristes de la diaspora du monde venir aussi souvent qu'il est possible grâce à la grande et magnifique programmation de l'Open Sky. 2008, nous sommes en 2024. Et aujourd'hui, en 2024, on a effectivement reçu 8,5 millions de résidents marocains à l'étranger. Et ça, c'est un score très important. Dans les statistiques espagnoles, françaises ou autres, il y a autant de résidents italiens et français que de touristes étrangers. Et le plus important, c'est le chiffre d'affaires en devises. Le plus important, c'est l'emploi qui est créé. Et aujourd'hui, on voit qu'on est presque à 875 000 emplois déclarés à la CNSS. Donc, 875 000. Donc, on peut dire que c'est 1,5 fois ou même 2,5 fois d'emplois supplémentaires, car le tourisme a cette particularité
de créer des emplois permanents et des emplois indirects importants. Et nous sommes également très critiques, on va dire, sur la recette par touriste, sur le nombre de nuitées en moyenne que reste ce touriste. Et c'est pour nous ces indicateurs-là qu'il faudra, en belle réflexion et en belle synergie, réfléchir à comment les augmenter. On avait pensé, vous vous rappelez, le plan Azur, qui devait effectivement nous augmenter le nombre de nuitées, car dans le balnéaire, en général, on passe 5 nuits, 7 nuits, 15 nuits, alors que dans les villes, même culturelles, en général, c'est 2, 3, 4 nuits. Alors, Et Marrakech a fait effectivement le grand travail, puisqu'aujourd'hui, on vient à Marrakech même pour une semaine, l'été ou l'hiver. Attends, Mrazala, votre commentaire sur ce chiffre de 17,5 millions. Alors, on a commencé avec Atmen Chérif Alami, commencé par un discours résolument optimiste avant de mettre un petit bémol en disant qu'il y avait quand même des choses à faire. Votre commentaire ? Eh bien, écoutez, moi, je trouve que c'est assez remarquable qu'on ait dépassé les objectifs qu'on s'était fixés. Pour revenir sur cette question de touristes internationaux et de touristes qui sont des Marocains résidant à l'étranger, je pense que de plus en plus aujourd'hui, la question se pose de moins en moins parce que les habitudes même de ces Marocains résidant à l'étranger ont beaucoup changé. Aujourd'hui, ils consomment des nuitées. Aujourd'hui, ils dépensent énormément dans les restaurants touristiques, ils consomment du transport, ils consomment beaucoup d'activités. L'animation, notamment à Marrakech et notamment en été, par exemple, tourne principalement grâce aux Marocains résidant à l'étranger. Donc ce sont des touristes à part entière. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en revanche, le taux de touristes internationaux augmente plus rapidement que celui des touristes donc, marocains résidant à l'étranger. Et qu'en parlant des touristes seulement étrangers, enfin, en parlant de ces 17,4 millions d'arrivées, on ne parle pas non plus des Marocains résidant au Maroc, qui eux aussi consomment des nuitées, et ils pourraient en consommer d'ailleurs bien davantage. Alors c'est ça le problème du tourisme intérieur, on n'en parle pas beaucoup. Bon, mes chers amis, moi j'ai quand même cette question sur la moitié de ces 17,4 millions sont des touristes, enfin sont des binationaux qui reviennent. Donc quand je vois la grande stratégie qui est déroulée donc, par le gouvernement avec la diversification de l'offre, la promotion à l'international, finalement, après un certain nombre d'années de promotion, on se retrouve à avoir attiré ou séduit, ou je ne sais pas quel terme j'utiliserai, 8 millions d'étrangers. Nous avons, je l'ai dit en introduction, le Portugal, par exemple, fait plus que nous. Je ne parle même pas de l'Espagne qui est à 80 millions, à la France qui est à 100 millions. Qu'est-ce qui nous manque pour vraiment décoller ? Et il y a la Turquie, bon, elle n'est pas très loin, vous connaissez les chiffres mieux que moi. Attention, ces 8,5 millions, c'est important. Il a fallu également faire une promotion et un marketing. Et il a fallu mettre des produits adaptés à leurs désirs et à leurs moyens financiers. Mais le joker dans cette histoire, c'est l'Open Sky, c'est la connexion aérienne. Tant qu'on a une connexion aérienne régulière, présente, à des prix compétitifs, évidemment, ça dépend le jour où vous achetez votre billet d'avion, on est d'accord. Mais en majorité, c'est des prix largement accessibles à toute la population. On peut aller encore plus vite. Ce que vous avez mentionné est en même temps juste. Mais si je veux avoir encore plus de Français, d'Espagnols, de Portugais, d'Italiens, d'Anglais, il faut que j'ai les produits adaptés. Il faut que j'ai des aéroports agrandis. Il faut que j'ai encore plus d'aériens. Et dès qu'il y a de l'aérien, la technique qui a été mise en place, la stratégie qui a été mise en place, elle donne immédiatement des résultats. Un vol low cost entre Montpellier et Fès, il va être pratiquement à 80% d'occupation. Ça veut dire qu'il y a des gisements qu'on ne soupçonne même pas. Et je suis sûr, par exemple, vous me mettez 2-3 vols par jour entre Séville et Marrakech, vous allez voir qu'ils vont être pleins toute l'année. C'est-à-dire que notre pays est très attractif. Mais maintenant, il faut aussi se préparer avec les produits, avec les nouveaux hôtels, avec les nouveaux resorts, avec les nouvelles organisations de gouvernance. N'allons pas trop vite en même temps. Faisons attention à ne pas perturber
la biodiversité, l'environnement, la gestion de l'eau aujourd'hui. Donc, allons-y, franchement, mais 2030, 26 millions de touristes, c'est déjà presque 10 millions de plus, ça sera un très gros challenge. Atman Ben Ghazala, Atman Sherif Alami nous parle beaucoup de low cost. Est-ce que c'est véritablement une bonne chose pour le tourisme dans ce pays? Moi, j'en sais rien, je ne suis pas dans le tourisme. Vous y êtes, low cost, low cost, low cost. Quel est le gain, le chiffre d'affaires dont parlait Alami il y a un instant? Quel est le gain qu'on a avec ce genre de tourisme? Alors, le gain, il est réel, il est certain. Le souci avec les low cost, c'est seulement une question de statistiques, de suivi, de comptabilisation de ces voyageurs, parce qu'ils ont d'autres habitudes de voyage et de consommation. Ils ne se rendent pas forcément dans des établissements hôteliers classés, ce qui explique parfois des évolutions des statistiques qui peuvent paraître incohérentes. Et on a eu affaire à ce cas-là pendant l'année 2024 notamment, où on voyait le nombre d'arrivées augmenter et le nombre de nuitées, alors je ne dirais pas diminuer, mais ne pas augmenter autant en tout cas. Et en fait, c'est parce qu'il y a des personnes qui se rendent dans des Airbnb, dans des riads non classés, dans des maisons d'hôtes rurales non classées. Et donc, c'est un chiffre d'affaires pour le pays. Ce sont des rentrées de devises, mais qui ne sont tout simplement pas comptabilisées. Est-ce qu'ils sont comptabilisés dans les 17 millions de touristes? Oui. C'est-à-dire que c'est des entrées de gens qui ne sont pas marocains? Exactement. Ou alors des gens marocains qui habitent à l'étranger. Voilà, c'est comme ça qu'on compte un touriste. La statistique qui est la plus fiable, c'est bien celle des arrivées. Parce que chaque arrivée, à chaque poste de frontière au Maroc, donc les ports et les différents aéroports, on comptabilise le nombre d'entrées. Donc ça, c'est une statistique qui, à la limite, est tellement simpliste qu'elle n'est pas réellement... on n'a pas réellement à la remettre en question. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus fiable. Exactement. Ce sont les autres statistiques qu'il faut chercher à comprendre et qu'il faut mettre en parallèle avec ces nouvelles habitudes de consommation, avec la réglementation, avec du contrôle, du suivi. Donc c'est parfois ça qui fait défaut. Moi, je ne dis pas que les touristes, que ce soit des touristes qui viennent en low cost ou des vols avec des compagnies régulières, je ne dis pas qu'ils ne doivent pas aller dans les Airbnb ou dans tout autre type d'hébergement, que ce soit des appartements en location ou quoi que ce soit. Je dis qu'il faudrait trouver une solution pour que l'ensemble de ces nuitées puisse être comptabilisé. Parce que chez certains de nos voisins qui affichent des performances beaucoup plus reluisantes, c'est parfois seulement une question de comptabilisation, de réglementation. Très bien. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant sur les investissements avec vous, Atman Sherif Alami, et aussi avec vous, Atman Ben Ghazala. Il existe pas mal de programmes d'investissement. On en parlait tout à l'heure hors antenne, combien pèse le secteur du tourisme dans le PIB national? 7%, 10%, 12%, ça dépend des méthodes de calcul. Mais il y a un certain nombre de politiques publiques, de politiques de l'État qui ont été mises en place pour encourager. Alors, je parle de Go-Siyaha, je parle de Cap Hospitality. Ce qui me dérange un peu là-dedans, c'est que c'est l'offre matérielle et uniquement matérielle. Alors, je voudrais que vous nous disiez déjà de quoi ils retournent, c'est quoi ces programmes, et puis, est-ce qu'il n'y a que l'offre matérielle, est-ce qu'il n'y a pas autre chose, un autre tourisme à développer, autre chose que les hôtels? Des gens qui viennent, l'habitant la résidence chez l'habitant, le tourisme rural, le tourisme... Alors, on a ici quand même la création du grand fonds Mohamed VI pour les investissements. Et le tourisme est inscrit dans ce fonds. On a aujourd'hui un produit qui s'appelle effectivement Cap Hospitality, qui propose de prendre en charge jusqu'à 100 millions de dirhams et pendant 12 ans de remboursement de ce crédit, les intérêts bancaires intercalaires, ce qui représente entre 15 et 20%. Donc c'est un bonus de l'État à l'investissement, à la reconstruction, à la rénovation, à l'achat et la rénovation. Bon, on s'est capé l'achat à 50 millions de dirhams, mais ce sont des outils qu'on n'avait jamais espéré avoir, il faut dire la vérité. Il y a quand même une rupture, il y a quand même de nouveaux produits dont on ne peut critiquer éventuellement la faisabilité et la réalité que dans 5, 10 ans au moment des résultats. Mais les résultats, je peux vous le dire aujourd'hui, qui sont très bons. Les demandes, effectivement, de profiter de cette opportunité de rénover des hôtels, des chambres d'hôtel, des hôtels, elle est effective au sein de la SMIT, entre autres, qui s'occupe de Société marocaine d'ingénierie touristique. Et nous avons également le Go-Siyaha qui offre une panoplie de subventions directes
aux petites et moyennes entreprises et qui est très intéressé de toute capacité de créer des très petites entreprises d'1 million de dirhams, 3 millions de dirhams et qui peut vous donner une subvention d'aide à lancement de votre TPE. Donc le tourisme arrive aujourd'hui avec un nouveau professionnalisme, avec de nouveaux produits, avec de nouveaux financements. On peut toujours dire c'est pas nécessaire, mais terminons déjà cette première phase, utilisons les fonds qui sont mis à disposition. Qu'est-ce qui ne serait pas nécessaire? Vous avez dit on peut dire que ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce qui ne serait pas nécessaire? De critiquer. Ce n'est pas nécessaire de critiquer aujourd'hui. Voyons les résultats, analysons l'effectivité de cette manne financière qui se propose aux investisseurs marocains et étrangers d'ailleurs. Maintenant, si vous voulez, on doit se préparer déjà pour le 2030. On doit se préparer pour 2030, évaluer ce qui a été fait, organiser des réflexions et rediriger d'une manière forte les investissements vers une équité régionale. Et on a besoin maintenant de penser aux 10 autres régions. La région de Marrakech et d'Agadir est en préparation, en construction, développement et en croissance. Mais maintenant, il nous reste encore 10 régions. Parce que c'est ça qui est difficile à la fois et extraordinaire. C'est qu'on a 12 régions au Royaume du Maroc qui sont toutes avec des opportunités d'intérêt touristique. Atman Razala, sur ces programmes d'investissement. Alors lui, Atman Soufiane nous dit que ce n'est pas la peine de critiquer. On va accorder le bénéfice du doute et y aller. Mais bon, il faut quand même, c'est ce qu'il dit, il faut quand même évaluer. Et pour évaluer, il y a des formes de critique. La critique n'est pas toujours négative, vous savez. Non, mais comment vous voyez, est-ce que c'est tout l'éventail des entreprises qui concernent, c'est-à-dire de la très grande entreprise à la toute petite entreprise, parce qu'il faut de tout pour faire un tourisme au Maroc? Oui. Bien, justement, moi je pense que les dispositifs dont bénéficient aujourd'hui les professionnels du tourisme sont assez exceptionnels, dans le sens où il n'y a pas que l'hôtellerie qui est visée, il y a aussi Gossiaha a tout un pan de son programme qui est destiné à l'animation touristique. Donc quand on dit l'animation touristique, c'est tout type d'activités qui viennent remplir les journées des touristes et qui font que généralement ils passent plus de temps dans la destination. Donc c'est une excellente solution pour rallonger cette durée moyenne de séjour, qui ne fait pas partie de nos meilleures statistiques. Donc il y a cette partie-là de Gossiaha qui se concentre sur l'animation. Il y a aussi Gossiaha, ça s'adresse aux vraiment tout petits investissements, c'est entre 1 million et 10 millions de dirhams, avec des subventions allant de 30 à 40%. Donc 35% pour l'animation, 30 lorsque c'est de l'hébergement adossé à de l'animation, mais donc entre 1 et 10 millions de dirhams, on s'adresse vraiment à des petits investisseurs, des futurs TPE. Donc moi je pense que il y a une TPE à 10 millions de dirhams, c'est ce que vous me dites? Oui, tout à fait. TPE à 10 millions de dirhams? Oui, enfin, des TPM. Allons-y, why not? Ou les TPME plutôt. Les PME, oui, donc peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'on s'adresse aux petits, on s'adresse à l'ensemble des régions, pour rebondir sur ce que vient de dire Chérif Alami. Et donc, ça accompagne aujourd'hui cette nouvelle feuille de route qui a défini des filières thématiques et des filières transverses, de filières touristiques donc, que nous essayons d'adosser à des régions dans lesquelles elles sont déjà performantes ou dans lesquelles soit le relief, la météo ou que sais-je, fait qu'elles ont beaucoup d'opportunités. Pour donner des exemples plus concrets, Souss Massa est la région de prédilection pour la filière qui s'appelle Ocean Waves, donc l'ensemble des activités touristiques en lien avec le nautique, les vagues, la glisse, etc. Et donc, ce type de dispositif s'adresse aujourd'hui à des surf camps, à des moniteurs de surf, pour développer cette filière surf, qui a un potentiel énorme. Et on a cité tout à l'heure le Portugal. Le Portugal carbure, enfin, il tourne beaucoup à ça, entre bien d'autres choses. Mais donc aujourd'hui, on a défini ces filières qu'on souhaiterait développer, qu'on souhaiterait structurer. Et donc je pense qu'il y a Gossiaha qui est un programme qui est plutôt bien placé selon moi, parce que justement, on a mis le focus sur l'animation, qui souvent fait défaut. Et il y a énormément de programmes aujourd'hui, parce que vous avez dit, est-ce qu'il n'y en a que pour le matériel et que pour l'hôtellerie? Aujourd'hui, il y a un effort particulier qui est mis sur la formation. Énormément de programmes sont destinés à améliorer la formation,
à améliorer les formateurs déjà. Alors là, je vous coupe, Atman Razala, parce que vous allez sur l'autre question que j'avais préparée, parce que je prépare mes émissions en général, et j'ai trouvé une citation de votre consoeur, à tous les deux, qui est présidente du CRT de Tanger Tétouan, Hussein Marqia Alaoui. Je cite, « Il faut continuer à travailler sur l'attractivité du secteur afin d'être compétitif et attirer une main-d'œuvre qualifiée ou du moins qualifiable. Pour ce faire, les écoles de formation en hôtellerie et tourisme doivent être notre point de départ. Il me revient à la mémoire que j'en avais parlé avec vous il y a quelques années, et il y avait un problème d'écoles de formation, d'écoles hôtelières qui fermaient ou qui... Alors je reste avec vous sur cette question-là de formation et de compétences avant de donner la parole à Atman Stéphane. Allez-y, Atman Razala. Eh bien, aujourd'hui, il y a des programmes qui sont menés conjointement entre le ministère du Tourisme et la Confédération nationale du tourisme pour faire monter en puissance tout cet écosystème académique, en fait. Ce n'est pas seulement les centres de formation, mais c'est aussi les écoles de tourisme, et c'est aussi les autres établissements, même publics comme privés également. Et donc, il y a des programmes pour les citer. Il y a par exemple un programme qui s'appelle Cap Excellence actuellement, qui a pour but de connecter davantage les besoins des professionnels avec les contenus des formations. Et donc, faire en sorte que les formateurs rencontrent davantage les professionnels, ça peut paraître évident, mais ce n'était pas forcément le cas auparavant, afin de rendre les formations plus concrètes, d'une part, mais aussi adaptées aux besoins des professionnels, donc à la réalité du terrain, et aussi au changement de ces métiers, que sont l'hôtellerie, la restauration, les agences de voyage également, le métier de guide. Donc ce sont des métiers qui sont en pleine évolution. Parfois, la formation ne suit pas, au même rythme en tout cas. Donc là, on est en train de créer réellement des ponts avec des comités par ville. Donc, aujourd'hui, il y a déjà par ville. Par ville, oui, par grande ville, donc par région en fait, et dans chaque région, une ville en particulier. Et donc il y a 2 régions pilotes en ce moment qui sont Rabat et Casablanca. Donc le but, c'est vraiment de mêler les formateurs de l'OFPPT, mais aussi des universités, des écoles spécialisées dans le tourisme qui sont gérées par le ministère, avec les professionnels, donc les DRH principalement, qui sont au plus proche des problématiques de recrutement, pour faire en sorte que tout se fasse avec plus de cohérence, plus de synergie, pour augmenter cette fameuse qualité de service dont on parle souvent au Maroc. Qui va avec la compétence aussi et la qualification. Tout à fait. Atman Stéphane, je sais que vous êtes vous-même issu d'une école nationale hôtelière. C'était l'école hôtelière de Rabat, voilà, qui a été créée en 1951. Mais moi, j'y étais en 68-70. Après, bien sûr, ce qui vous ferait pas loin du siècle maintenant. Comment se passe cette formation? Est-ce qu'il y a un accompagnement, on en parlera tout à l'heure, de cette évolution du tourisme mondial C'est un sujet où on n'est pas à l'aise. Je vous dis la vérité, on n'est pas à l'aise. On reste optimiste, c'est clair, mais on n'est pas à l'aise. Et les approches que nous, professionnels du tourisme, nous avons élaborées depuis 20, 30, 40 ans, n'ont pas atteint, on va dire, les approches n'ont pas atteint les véritables objectifs qu'on s'était imposés. La ministre du Tourisme elle-même s'en est inquiétée un peu sur la qualité de la formation. On ne va pas juste pointer du doigt l'Office de formation professionnelle qui essaye d'avoir autour de lui les meilleurs opérateurs, acteurs du tourisme pour former en adéquation avec les besoins. On a le ministère de l'Éducation nationale qui a récupéré une douzaine d'écoles, mais je crois savoir qu'il n'y en a que 3 ou 4 qui sont effectives. Les 8 autres attendent encore une hypothétique ouverture pour faire de la formation au niveau des écoles hôtelières. Donc on n'est pas à l'aise. C'est un sujet qui nous préoccupe. Nous faisons chacune de nos entreprises, à la limite de leurs possibilités, des formations internes, mais ce n'est pas suffisant, il faut dire la vérité. Et ce qu'a annoncé Si Ibn Razala à l'instant, c'est vraiment le chantier 2025-2030. C'est ce chantier de la formation. Il y a déjà des écoles où on est en partenariat public-privé pour suivre, dans le cadre de nos présences dans les conseils d'administration, les orientations pédagogiques et de formation à faire. Vous voyez que les universités s'ouvrent de plus en plus au tourisme.
Je rêverais de voir une de nos grandes universités créer la chaire du tourisme. On n'a pas de chaire du tourisme dans une université marocaine. En tant que CRT ou que CNT, vous n'avez pas essayé d'approcher le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur pour essayer de faire ça? Si, mais alors là, c'est la Confédération nationale du tourisme qui s'en préoccupe. Et depuis 10 ans, depuis 15 ans, on n'arrête pas. Après, il y a d'autres préoccupations, il y a d'autres orientations, il y a d'autres obligations, il y a d'autres priorités. Mais je crois qu'il y a une prise de conscience et que l'attractivité des métiers du tourisme revient aussi forte qu'elle l'était avant Covid. On a de plus en plus de demandes, on a de plus en plus d'écoles qui préparent des managers. Maintenant, il nous faut, entre le manager et l'employé de base, il nous faut les middle management. Et c'est là où, avec le Covid, on en a beaucoup qui sont partis travailler ailleurs. Ils avaient des obligations familiales, c'était normal. Ils commencent à revenir. Et les grands experts commencent également à revenir. Et franchement, obtenir, quand on est à l'étranger, un bon travail, un bon job dans une entreprise touristique au Maroc, aujourd'hui, c'est attractif. Aujourd'hui, les gens y viennent. Ce soft power marocain nous donne également des belles positions pour croire en une amélioration de la qualité. Mais on n'est pas à l'abri des accidents, on n'est pas à l'abri des incidents. Pourtant, je n'ai pas toujours l'habitude d'être en satisfecit total, mais dans les classements des grandes plateformes mondiales, on est pas mal, on est 7,5, 8 sur 10, des fois 8,5. Il y a des hôtels, des riads qui atteignent en permanence du 9. C'est quand même incroyable. Et en général, les retours qu'on a, c'est 1%, 2%, 3% de véritables réclamations. Peut-être la logistique, peut-être la séquence des prestations. Vous savez, la logistique d'un métier qui s'appelle tourisme, elle implique une dizaine de chaînes différentes et qui ne sont même pas de la même propriétaire, interdépendantes. Et franchement, je pense qu'on s'en sort bien, mais c'est un sujet où on n'est pas à l'aise. Alors, la formation, il y a du retard. Rapidement, une question en passant. Anodine, pour vous, Atman Chef Alami, c'est bien de recevoir autant de touristes. On en veut plus, ça se passe très bien. Mais les questions annexes, mobilité ou très bêtes, si je puis m'exprimer ainsi, les toilettes publiques, comment ça se passe dans des villes comme Marrakech, où vous vous baladez à Marrakech, vous vous baladez dans d'autres villes touristiques? Vous savez, c'est un sujet effectivement qui nous préoccupe. Mais nous, on ne veut pas s'accaparer les priorités d'une ville qui a tellement de choses pour les citoyens à faire. Donc on n'ose pas militer pour des centaines et des centaines de toilettes publiques pour les touristes. Mais pourquoi vous militez pas? Pour les touristes. Nous, on veut que ce soit pour les citoyens. Tant que le citoyen est confortable, le touriste sera extrêmement confortable. Merci, après, un point pour vous. Je voulais juste vous dire pour l'anecdote, à Cannes, il n'y a pas beaucoup de toilettes publiques. À Cannes, Côte d'Azur française, il n'y a pas beaucoup de toilettes publiques. Alors on va rentrer dans un café, et on va s'asseoir, et on va déguster un bon thé à la menthe. C'est fait exprès? Non, ce n'est pas fait exprès. C'est comme ça? Non, à Cannes, c'est comme ça. À Marrakech, c'est comme ça. Mais vous avez raison, c'est une préoccupation, surtout quand vous avez 15 000 marathoniens au départ d'une course. Oui, on a vu ça justement, c'est d'où la question. On a tous vu les mêmes images. Alors je reviens à vous, Atman Benrazana, vous parlez tout à l'heure du tourisme intérieur, du tourisme interne, tourisme domestique. Est-ce qu'il y a des chiffres? Est-ce qu'il y a des ordres de grandeur? Est-ce qu'il y a une politique qui est dédiée à ça? On vit tous chez nous, au Maroc, dans notre pays, et on discute avec du monde et on a l'impression que le tourisme domestique est un peu le parent pauvre de la politique du tourisme. Pourtant, on est là, on consomme. Alors de la politique, non, mais des résultats, oui. Le tourisme interne était même en recul en 2024. Le Marocain reste le premier client des hôtels au Maroc. Est-ce que c'est fait comme ça ou alors il y a une politique qui conduit le Marocain? Je me rappelle, il y a eu des périodes où, par exemple, pour les jours fériés, on donnait des ponts, on les annonçait bien avant, on essayait de favoriser. Oui, il y a beaucoup de mécanismes qui pourraient être mis en place pour soutenir davantage le tourisme interne. Bon, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, je vais revenir rapidement dessus, parce qu'on l'a déjà dit, mais les Marocains voyagent bien plus au Maroc
que les chiffres ne veulent bien le laisser paraître, puisque une part importante des Marocains qui voyagent au Maroc n'ont pas les moyens pour aller dans de l'hôtellerie classée. Donc ce sont des nuitées qui nous échappent, qui échappent à nos statistiques. Maintenant, il y a en effet des mécanismes qui ont été utilisés dans d'autres pays, et ça a très bien marché. Il y a les chèques vacances, qui fonctionnent très bien. Et il y a aujourd'hui, les Marocains voyagent principalement pendant les vacances scolaires et l'été. Donc un autre mécanisme qui marche plutôt assez efficacement, c'est la désaisonnalisation du tourisme. Et donc, le calendrier des vacances scolaires qui serait par faire en sorte qu'il y ait une rotation annuelle, enfin sur toute l'année. Tout à fait. Pour que, alors c'est ça, là on rentre dans un cercle vertueux assez merveilleux, c'est que les hôtels qui affichent 100% d'occupation pendant une semaine, eh bien ils afficheront peut-être 80 pendant 3 semaines. Si on n'est pas à 100%, il y a moins de pression sur les prix. Donc le voyageur lui-même voit son pouvoir d'achat augmenter relativement. Les gens arrêteront de se plaindre que l'hôtellerie est trop chère. En fait, elle n'est pas trop chère. Si elle était trop chère, il n'afficherait clairement pas 100% de taux d'occupation pendant cette période. Donc c'est un cercle vertueux qui nous permettrait d'augmenter le taux de satisfaction, d'augmenter le chiffre d'affaires des hôteliers et d'améliorer le taux d'occupation, qui est vraiment le nerf de la guerre lorsqu'il s'agit d'attractivité de l'investissement touristique. Donc il y a des taux même plutôt précis, en dessous desquels on n'arrivera jamais à attirer des investisseurs internationaux, notamment en dessous de 60% de taux d'occupation. Moi, ce que je vois, excusez-moi, je vous coupe, ce que je vois, c'est que, là, je vais peut-être faire un peu de provoque. Pendant les périodes de vacances, le tourisme intérieur, 100% taux d'occupation des hôtels, tout ça. C'est caricatural. Plus ou moins, allez, on va dire 90-95%. Moi, je suis marocain, je suis classe moyenne. Je vais en tourisme dans mon pays, mais je constate que pour passer quelques jours dans un hôtel classé dans une ville touristique marocaine, ça me coûterait beaucoup moins cher d'aller en Espagne et de passer 10 jours. Et il y a beaucoup de monde qui fait ça. Oui, et vous êtes hôtelier. Et c'est pas normal, parce que si on devait véritablement faire une politique derrière, on parlait des matériels tout à l'heure, de construction, de ceci, de cela, peut-être que si on sait qu'il y a une demande qui est élevée en baissant les prix un peu, peut-être que l'offre suivrait et on gagnerait à tous les plans. Je suis un profane, je ne connais pas, si je dis des bêtises, dites-le moi. Alors il faut... Une question pour vous deux. Il faudrait une réelle intervention de l'État au début de ce mécanisme, parce qu'on n'arrivera pas à inciter des investisseurs pour créer une nouvelle offre qui s'adresse à une population qui voyage de façon très périodique, d'une part, et qui, en plus, ne permet pas de réaliser des chiffres d'affaires qui permettent d'être rentables, tout simplement, étant donné le niveau de prix qu'on est obligé de pratiquer pour s'adresser à cette clientèle-là. Quand on parle de l'Espagne, et je suis très content que vous abordiez ce sujet. Je ne pouvais pas ne pas l'aborder. C'est, en effet, mais c'est une réalité, mais qui est légèrement altérée, en fait, parce que lorsqu'on dit que l'Espagne est moins chère, ce n'est pas vrai à catégorie d'hôtel égale. Le 3 étoiles espagnol est plus cher que le 3 étoiles marocain. Pas le 4 étoiles, pas le 5 étoiles. Si, le 4 étoiles également, le 5 étoiles. Oh là là, l'hôtellerie classée. Je vais le chercher. L'hôtellerie classée est plus chère en Espagne que chez nous. Maintenant, en Espagne, il y a une multitude d'appartements. Si on regarde juste sur la Costa del Sol, j'aimerais avoir ce chiffre, hein, je ne l'ai pas, mais il doit être assez impressionnant. Le nombre d'appartements disponibles à la location est absolument impressionnant. Et là, on rentre dans une logique de loi de l'offre et de la demande. S'il y avait autant d'appartements sur la côte méditerranéenne marocaine, on ne se retrouverait pas avec des appartements parfois moyens, à des prix dépassant ces beaux appartements espagnols qui sont dans des résidences sécurisées avec piscine à 3 minutes de la plage. Mais il y a une rareté du produit. Donc en effet, il faudrait... Tout à l'heure, on parlait de mécanismes concernant les vacances, concernant les vacances scolaires, concernant des chèques, mais il y a aussi investir dans des produits plus adaptés à la famille marocaine. Donc les appart-hôtels, qui ont tendance à mieux répondre à leurs besoins, et donc favoriser peut-être les résidences estivales qui cartonnent chez nos voisins de l'autre côté du détroit, et qui ferait que je pense qu'on aurait des produits qui feraient baisser ces prix. Les Marocains voyageraient plus longtemps, puisque relativement, encore une fois, leur pouvoir d'achat augmente. Il faudrait également faire en sorte que ces appartements-là soient classés. Alors, c'est très bien cette question d'appartement, c'est très bien la question du Airbnb, mais partir en vacances avec ses enfants, nous avons tous nos enfants, même s'ils ont grandi entre-temps, on est bien à partir dans un hôtel.
avoir les services de l'hôtel, avoir la piscine de l'hôtel, avoir sortir, ne pas sortir d'un appartement à Casa ou Fès pour aller dans un appartement à Tanger ou Agadir ou Dakhla. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose pour répondre à cette demande croissante du tourisme intérieur marocain? Mais écoutez, à Marrakech, Agadir également, les clubs all-inclusive 4 étoiles ont atteint en 2024 pratiquement 25 à 30% de nuitées réalisées par les Marocains. Alors c'est peut-être la catégorie socio-professionnelle B+, B-, et pas le C et le D. Et pour le C et le D, il était prévu dans la vision 2010 les RIPT, résidences immobilières à promotion touristique. Mais la fiscalité, le côté juridique, l'éclatement des titres des appartements qui étaient supposés être réalisés après 5 ans n'ont pas rencontré le succès escompté. Mais si aujourd'hui, on lancerait un club Siyaha, en donnant, grâce au domaine, des terrains à prix très réduit, avec une obligation de créer des appartements à vendre, mais des appartements à louer, et avec un nouveau système moderne de financement, on pourrait créer une trentaine de clubs. Une trentaine de clubs de 150 appartements, avec toutes les commodités de loisirs, proches d'un lieu d'intérêt touristique. Une petite montagne, une grande montagne, une plage, un fleuve, une plaine, le désert, le Sahara, le Grand Sud marocain. On répondrait à plus de 215 000 lits disponibles chaque semaine. Et là, on peut arriver à refaire venir les vacances décalées, peut-être pas pour toutes les vacances, mais pour certaines vacances, afin de profiter de l'offre et la demande et d'avoir un tarif réduit. Quand vous me parlez de la Costa del Sol, c'est plus de 60, 80 années de construction, et c'est pratiquement le nombre de lits du Maroc. Donc c'est une force de frappe. Vous le savez bien, l'amortissement sur le volume de lits, automatiquement, il vous donne des prix. Aujourd'hui, à Marrakech, pour les prochaines vacances scolaires, il y a des clubs qui offrent à 1200 dirhams, c'est déjà un chiffre important, mais ils offrent un all-inclusive, c'est-à-dire tout compris, l'animation, les repas, les boissons, pour 2 personnes et un enfant de moins de 12 ans. Donc il y a des offres qui sont plus ou moins adaptées et qui rencontrent un certain succès, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, le tourisme national, le vrai, des catégories socio-professionnelles C+, D+, nous ne l'avons pas encore, et comme disait Ibn Razala, il a raison, les gens vont vers des appartements meublés, et d'ailleurs, dans les nuitées que nous réalisons, je suis sûr qu'il y a au moins 30% de nuitées en plus dans les appartements meublés. Et il faut prendre en compte 30% de nuitées en plus réalisées par les Marocains. Cette activité est prise en compte nulle part finalement dans les comptes publics. C'est le compte satellite. Je me rappelle, tous les précédents ministres, et je pense que même Fatem Zahra Amour, et je pense qu'elle va peut-être le mettre en place, il y a ce qu'on appelle, et c'est recommandé par les Nations Unies, tourisme, un compte satellite. Et c'est une comptabilité du tourisme qui vous donne tous les chiffres qu'aujourd'hui vous n'avez pas et que nous n'avons pas et qu'il faudrait retrouver. Vous savez, tout à l'heure je vous parlais de la chaire du tourisme. Il y a des pays comme la Tanzanie qui ont 2-3 universités avec des chaires de tourisme. En Europe, c'est courant. J'implore les universités marocaines et je suis sûr qu'il y en a qui se préparent, même à Rabat. Et entre parenthèses, apprendre qu'une école, académie d'hôtellerie à Rabat va se créer avec un investissement de 250 millions de dirhams, ça c'est la rupture de la grande formation d'excellence de la qualité. Message transmis à Simidaoui, ministre de l'Enseignement supérieur. Je reviens vers vous, Atman. C'est un investissement privé. Je reviens vers vous, donc, Atman Razala. Je sais que le digital, ça vous parle. Alors, la feuille de route 23-26 du ministère du Tourisme appelle à encourager l'innovation. Cette semaine, à Marrakech, il y avait la conférence internationale sur l'innovation technologique et l'investissement touristique, organisée en collaboration avec l'ONU. Et la ministre, Fatem Zahra Amour, a insisté sur le rôle des start-up. Alors, quel
quel rôle peut jouer le digital dans le tourisme durable, aussi bien quantitatif que qualitatif? Je sais que c'est une question qui vous parle. Oui. Eh bien, on va commencer par le qualitatif, parce que le digital, il est censé venir améliorer l'expérience touristique. Pour le digital, on n'est pas sur 10 millions de dirhams. Hein. J'insiste sur le 10 millions de dirhams, ça m'a tourné dans la tête. La TPE à 10 millions de dirhams, ça passait pas. Non, mais je suis d'accord, c'était une erreur monumentale. Non, 10 millions de dirhams, dans 10 millions de dirhams, c'est pas une TPE, non, désolé. On est clairement sur la PME. Mais pour revenir aux startups, et là, pour le coup, on parle plus de montants entre 500 000 et 2 millions de dirhams. Ah, voilà. Et enfin, pour les plus dynamiques d'ailleurs, hein. Enfin pour celles qui commencent fort, après nous avons des success stories marocaines, mais ce sur quoi je voulais insister, c'est que le digital est aujourd'hui absolument incontournable pour une expérience touristique réussie. D'autant plus que nous ne vivons pas en vase clos, les voyageurs que nous recevons au Maroc voyagent également de par le monde. Notre principale source, nos principaux marchés émetteurs sont en Europe. Et donc les voyageurs européens qui viennent au Maroc voyagent également en Europe. Et donc il y a des habitudes qui se sont installées depuis le temps. Des habitudes par rapport aux méthodes de réservation, qui sont aujourd'hui presque tout le temps et partout digitalisées, par rapport aux modes de paiement, aux méthodes de paiement, et pas uniquement avant le voyage, mais même sur place. Comment on réserve un taxi, comment on réserve un VTC, comment on réserve une table dans un restaurant. Aujourd'hui, le digital est absolument partout, dans les pays les plus avancés, les plus digitalisés. Donc il faut absolument qu'on rattrape ce retard entre guillemets, mais retard, c'est un retard relatif en fait. Et quand il est question de tourisme, on ne peut pas analyser un pays sans regarder ce qui se fait ailleurs. Et il faut voir ce qui se fait dans certaines destinations les plus proches du Maroc. Et aujourd'hui en Espagne, pour revenir à ce voisin qui est en effet quand même très performant sur le plan touristique, à la fois sur le détail, et que sur les grandes infrastructures. Et en Espagne, lorsqu'on se promène sur n'importe quel paseo, on peut acheter dans un kiosque les produits les moins chers avec une carte, avec du sans contact, avec un téléphone. Et aujourd'hui, les clients potentiels du Maroc, lorsqu'ils ne retrouvent pas ce même confort digital, parfois se détournent du Maroc et vont vers d'autres destinations où ils ont ce confort, parce que c'est un confort et c'est aussi une sécurité. C'est la sécurité financière en quelque sorte. Le fait de pouvoir utiliser sa carte tout le temps, le fait de savoir qu'il y a des guichets automatiques partout, donc c'est une certaine sécurité que ressentent aujourd'hui les plus jeunes comme les moins jeunes de ces pays émetteurs, et qu'il faut absolument qu'on puisse leur offrir le même type de prestations auxquelles ils sont habitués. Alors c'est encore plus vrai lorsqu'il est question de grands événements internationaux, comme la Coupe du Monde notamment, et il va falloir qu'avant 2030, on puisse offrir un niveau d'expérience qui soit plus ou moins homogène avec ces destinations. C'est vrai qu'on a la limite de 2030. Alors, je vais vous proposer deux choses. Vous choisissez ce que vous voulez. Il nous reste un peu moins que 2 minutes ou un peu plus que 2 minutes parce qu'il faut dire au revoir. Donc, ou vous réagissez sur le digital ou vous concluez comme vous voulez sur l'idée avec L majuscule, avec I majuscule, qui pour améliorer encore plus ce tourisme, le truc simple. Je sais que vous êtes un ancien du secteur et que vous connaissez bien, vous dites les choses d'une manière succincte. Écoutez, notre priorité, c'est l'emploi. On a la chance d'être dans une industrie qui s'appelle le tourisme et qui crée de l'emploi et qui ne peut pas se transformer, se développer sans l'être humain. Alhamdoulilah, nous avons notre hospitalité légendaire, nous avons des traditions et des cultures différentes, mais toutes orientées vers le sourire, l'accueil. Tout n'est pas facile, tout n'est pas parfait. Les investissements à renforcer, les mises à disposition de fonciers à réfléchir et la loi sur le tourisme. Peut-être qu'avant 2030, notre cher Parlement pourrait réfléchir à une loi sur le tourisme qui impose ici et là des dispositions réglementaires qui ne seraient pas soumises aux réglementations locales. De loi cadre sur le tourisme. Exact. Comme sur la fiscalité, comme sur autre chose. Qui bloquent l'investissement ou qui le retardent. Et ainsi, on va donner un influx de facilité qui va donner extraordinairement des bons résultats pour l'emploi. Une loi sur le tourisme, message transmis aussi au Parlement. Mme Mrazela, vous concluez. Eh bien, j'insisterai sur un sujet qui est extrêmement proche de l'emploi. Encore une fois, c'est la formation. Je pense que c'est notre principal cheval de bataille aujourd'hui et pour les 3 années à venir. Et donc, je pense qu'il y a un gros coup à jouer. D'autant plus qu'il y a bien un sujet qu'on n'a pas du tout abordé, c'est la fuite de nos talents.
il y a des pays qui sont encore plus dynamiques dans la croissance touristique, qui sont très friands des talents marocains. Donc les meilleurs partent. Bon, après, ils reviennent. Pas seulement en ça, vous savez, en ingénierie, en médecine, en effet, oui, en ingénierie trucs, aussi, malheureusement. en IT Mais ils reviennent plus fort. Mais ils reviennent plus fort. Donc c'est pas un souci qu'ils partent, au contraire, le tourisme a ce caractère très international, mais il faut qu'on puisse en former davantage et mettre l'accent sur la formation. Le tourisme est peut-être le seul, ou on va dire l'un des rares secteurs où l'ascenseur social fonctionne très très bien. C'est un secteur qui est absolument partout. Donc on parle de vraiment avoir une approche beaucoup plus régionale, mais par les faits, elle l'est déjà. Le tourisme est partout, il est dans les 12 régions du Maroc. Et c'est l'un des rares secteurs où on voit des personnes commencer tout au bas de l'échelle et se retrouver directeur d'hôtel, directeur de compagnie de transport touristique, etc. Donc c'est une aubaine pour l'emploi et pour le développement social au Maroc. Alors, loi cadre sur le tourisme, l'information, on va terminer là-dessus. On n'a pas fait le tour, mais ils n'ont pas tourné autour du pot pour jouer sur les mots. Atman Mghazala, vice-président du CRT de Rabat, Saleh Khnitra et de la Confédération nationale du tourisme. Atman Sherif Alami, président du CRT de Casablanca Stade. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir fait ce tour d'horizon du secteur du tourisme. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.